très difficile. Alors, quelles sont les difficultés de la relativité générale? Parce que c'est ça le point fondamental. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les étudiants, c'est difficile pour tout le monde. On a du mal à se la représenter. Mais il ne faut pas oublier qu'une théorie, c'est une représentation du réel. C'est pas la vérité. La théorie de la relativité générale, Einstein le sait depuis très longtemps, et puis pas seulement lui, elle va mourir comme la théorie de Newton a été remplacée par la sienne. Hein, et on attend ça, enfin tous nos collègues, n'est-ce pas, ceux qui font des cordes ou des choses de ce genre, ils n'attendent qu'une chose, c'est placer leur théorie pour remplacer la relativité générale. Pourquoi? Parce que la relativité générale, elle n'est pas quantique, elle ne s'intéresse pas à l'atome. Ça fait pas partie de son champ. Il n'y a pas toutes les... Comment dirais-je, ça m'échappe, excusez-moi, toutes les interactions nucléaires, n'est-ce pas? C'est l'interaction forte, l'interaction faible, etc., électromagnétique, c'est pas dans la théorie. Donc, il faut construire une théorie unitaire. Et ça, c'est le grand projet d'aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la vitesse de la lumière intervient dans la définition d'espace-temps, c'est fondamental. Les coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées, c'est-à-dire x, y, z, t de Newton, ça n'existe plus. Ça n'a pas de sens physique. C'est difficile d'en faire son deuil. Et en fait, le problème, c'est la complexité des équations. Ce sont des équations à 10 variables sur un espace courbe. C'est pas simple à résoudre. On a très peu de solutions exactes et c'est la seule manière de comprendre. Bon. La proximité de la théorie de Newton, ça, vous l'avez, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment la pierre d'achoppement. C'est un gros problème pour la relativité générale parce qu'elle n'a pas de place pour se développer. Bon. En plus, c'est une théorie qui est infiniment plus simple, la théorie en 1 sur R2, les équations, tout ça, par exemple, on sait fort bien les équations exactes de deux corps qui tournent l'un autour de l'autre. On n'a pas ça en relativité générale aujourd'hui. On a simplement le problème à un corps qui est résolu. Le problème à deux corps n'est pas résolu, et le problème à trois corps n'est résolu ni par la théorie de Newton, ni d'une manière exacte. Il est résolu d'une manière approximative. Bon, mais plus grave, c'est que la plupart des physiciens, quasiment tous, sont des newtoniens. Donc ils ont beaucoup de mal, n'est-ce pas, comme nous tous, à passer d'une représentation à une autre. Et ça, c'est vraiment un des problèmes. Bon, et du coup, va se développer une interprétation néo-newtonienne. Alors pourquoi j'ai sorti le cône? Parce que au lieu d'avoir un espace, n'est-ce pas, qui prend toute la feuille blanche, vous voyez, c'est simplement ce qu'il y a à l'intérieur, au-dessous et au-dessus, qui est physique. On n'a pas le droit d'aller dans ce qu'on appelle l'ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est blanc. Parce que la vitesse de la lumière, elle l'interdit, puisque la vitesse de la lumière est finie. Voilà les équations, ça c'est juste pour vous amuser. Mais bon. Bah, ça amuse les chers collègues qui essaient de trouver des solutions, ça m'est arrivé. Bon, donc une interprétation, alors voilà Newton, bon ça j'en ai déjà parlé, on en reparlera parce qu'il y a des petites collines, et ces petites collines c'est justement le moment où les gens vont réfléchir à la théorie et la cosmologie va servir. Bon, alors en fait on peut diviser ça en plusieurs étapes, mais enfin bon, c'est pas fondamental. Bon, j'ai appelé ça l'étiage, n'est-ce pas? C'est la relativité générale à l'étiage, c'est le plus bas niveau d'un fleuve. Et je dois dire que quand j'ai sorti ça, bon, c'est passé dans les publications, mais les collègues relativistes qui, n'est-ce pas, avaient travaillé depuis longtemps là-dessus, avaient du mal à accepter. Aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est banal. Voilà, ça c'est Eddington qui avait organisé l'expédition de 1919, et puis il y a Freundlich qui est un de ses collègues et un de ses concurrents qui va aller à Sumatra et qui va trouver des résultats qui ne sont pas cohérents. Bon, on a beaucoup discuté là-dessus, mais disons que déjà, vous voyez, dans les années 30, la déviation des rayons lumineux, le deuxième test, était contesté. Idem en 1955 pour le troisième test. Et du coup, en 1955, c'est 56, mais en fait c'est à Berne en 55, quand Born parle, Trompleur qui fait le point devant tous les relativistes et des gens... vous voyez, la confirmation de la théorie par les observations solaires n'est pas très convaincante. Et c'est tout ce qu'on avait. Bon, vous voyez le drame que c'est pour les gens qui travaillent là-dessus. Bon. Alors, bon, le manque d'expérience, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai cité Born, ses liens à l'expérience étaient ténus. Et même Einstein est d'accord. La théorie de la relativité générale a joué un rôle modeste. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Bon.
Et puis, il y a eu aussi le retour de bâton par les gens, disons, qui viennent du quantique, qui sont dans le quantique, comme Dicke, qui est dans le coin, là. Vous voyez, le nombre de papiers expérimentaux, un flot de publications théoriques et formelles. C'est pas très gentil. Un monument de spéculation mathématique, ce qui n'est pas faux. C'est une théorie très mathématique. Il n'est pas le seul. Curtis, qui est un astrophysicien, dit que en 1920, à Londres, quand les gens ont pensé, n'est-ce pas, les physiciens qui devaient se taper la théorie des tenseurs, ce qui n'est pas si compliqué pourtant, ça a été la panique. Hein. Je n'invente rien. Et Curtis, qui est aussi un astrophysicien, une théorie bizarre, astucieuse, ce n'est pas la vraie représentation, n'est-ce pas? Les gens sont conservateurs et en plus néo-newtoniens, évidemment. Je suis un hérétique, écrivait Curtis, qui était aussi un astrophysicien. Vous voyez à quel point il y avait de l'agressivité dans l'air. Bon. Alors, en fait, on manque de concepts. Le concept dont je vous parlais tout à l'heure, votre montre, le temps propre, c'est le seul concept défini d'une manière absolument générale et invariante avec lequel on puisse vraiment travailler. La masse n'est pas bien définie aujourd'hui. L'espace-temps n'est pas bien défini non plus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une singularité, j'en parlerai tout à l'heure. Une singularité, c'est vraiment un des points qui définit l'espace-temps, la fin de l'espace-temps. Alors ça, vous voyez, Bondi et Singe étaient deux relativistes très brillants, ils font une discussion, et puis Bondi, vous voyez, la théorie newtonienne est hautement satisfaisante, et ça c'est ce que raconte un relativiste. Bon. Alors là, c'est Oppenheimer qui, lui, justement, s'intéressait en particulier à la cosmologie et qui va avoir comment dirais-je, il va trouver une manière de comprendre ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, grâce en particulier à Lemaître, et il exprime ça très bien. C'était si nouveau, si obscur, n'est-ce pas, pour lui, si difficile à comprendre. Donc c'est pas étonnant si nous-mêmes, on a du mal encore aujourd'hui. Et Singe, qui est un très grand bonhomme, que j'aime bien, les astronomes pensent toujours en termes de concepts pré-relativistes, c'est-à-dire qu'ils sont newtoniens. Voilà. Vous voyez, des conceptions métaphysiques. Bref, des citations comme ça, il y en a partout. Et vraiment, la situation, moi je l'ai connue, parce que j'ai commencé à travailler il y a un moment, et justement sur ce genre de choses, j'aime mieux vous dire qu'on n'était pas très aimés par nos collègues quanticiens. Hein. Il ne fallait surtout pas faire de relativité générale, et des relativistes très connus, comme Zorn par exemple, on lui a dit, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Hein. Il ne faut pas travailler en relativité générale, c'est vraiment un massacre, vous allez ruiner votre carrière. Bon, alors je voudrais quand même parler, parce qu'on parle aujourd'hui des ondes gravitationnelles, je voudrais parler des trous noirs, parce que les trous noirs, ça a été la porte fermée pendant 150 ans, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle s'est ouverte, justement, grâce aux travaux de Lemaître en particulier et d'Oppenheimer, ça va obliger les gens à penser la relativité générale autrement, c'est-à-dire de passer du newtonien, du néo-newtonien, au riemannien, c'est-à-dire les problèmes. Je vais aller très vite, mais malgré tout, alors c'est Schwarzschild qui a trouvé la solution. La solution, vous voyez, c'est la meilleure solution trouvée en 1915 par Schwarzschild, juste avant de mourir. Et vous voyez, il y a un terme là qui va devenir 1 moins 2m sur R, ça s'annule. Et un terme qui s'annule, il devient infini quand il est 1 sur 0. Et ça, ce qu'on appelait la singularité, ça va être la porte qui va fermer, je vais vous montrer comment. Vous voyez ? Ça, par exemple, c'est le dessin des trajectoires lumineuses par un type qui a fait l'intégration de toutes les trajectoires possibles de cette solution que je vous ai montrée, qui est juste la solution, disons, du Soleil, hein, d'une masse ponctuelle, n'est-ce pas? En fait, c'est une masse ponctuelle, et comment elle structure l'espace. Eh bien, vous voyez, le rond à l'intérieur, il est fermé, on ne peut pas rentrer dedans, c'est la singularité. Et ça va être une doxa. Ça veut dire que tout le monde va y croire, personne jusqu'à Lemaître, qui ne va pas être entendu d'ailleurs tout de suite, va dire, et même des gens, de Gens par exemple, va rentrer en fait dans ces équations, il va rentrer dans la singularité, hein, mais il ne va pas le voir. Parce que papa m'a dit, vous comprenez, on n'a pas le droit, donc on ne le voit pas. Alors que les équations le disent, on les voit. Bon, c'est assez extraordinaire. Je veux dire, quand on a une idée et qu'elle est partagée, on ne voit pas la réalité. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment important. Bon. Alors, par exemple, Eddington, vous voyez, il y a un cercle magique, n'est-ce pas, à l'intérieur duquel aucune mesure, on ne peut pas rentrer dedans. C'est impénétrable. Et ça, une singularité, c'est vraiment important pour la théorie, parce que ça limite l'espace-temps. Et là,
cette singularité, elle va devenir l'horizon des trous noirs. C'est là que vont naître les trous noirs, c'est pour ça que j'en parle. Alors pourquoi c'est important? Parce que les trous noirs, n'est-ce pas? D'abord, les trous noirs, ça fait intervenir la vitesse de la lumière et ça fait intervenir des masses qui sont extrêmement importantes. Donc que ça rentre ou que ça rentre pas, c'était essentiel. C'est à partir du moment où on va pouvoir rentrer là-dedans qu'on va pouvoir penser vraiment les champs forts et la relativité générale. Et ça se fait en 1960, pas avant. Alors il y a les travaux préalables dont je parle rapidement. Ce sont les racines de la Renaissance et la cosmologie a joué un très grand rôle. Alors pourquoi la cosmologie? D'une part parce qu'il est plus facile de penser l'espace courbe lorsqu'on pense à l'univers, et puis d'autre part parce qu'on a des équations qui sont solubles. Parce que finalement, on décrit l'univers, encore aujourd'hui, d'une manière extrêmement simple. On suppose que la matière est la même partout. Partout, c'est homogène. Et c'est fou, parce que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et en fait, ça décrit assez bien le monde. Et donc, ça permet de comprendre la théorie. Parce qu'on peut travailler dessus sur des solutions qui sont exactes. Avoir des solutions exactes, c'est comprendre comment ça marche. Alors, il y en a deux, en gros, c'est les deux principales. Schwarzschild, c'est-à-dire un point massif, et puis une distribution de matière homogène de A à Z. Et ça, c'est les travaux qui vont permettre l'ouverture de cette porte que je disais fermée tout à l'heure. Voilà. Alors ça, oui, c'est Tolman qui a travaillé aussi là-dessus, qui a travaillé avec Lemaître. Et il pense justement qu'il est important de travailler sur des solutions exactes. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et ça, ce sont les gens, vous avez Lemaître, n'est-ce pas? Vous avez Tolman, Robertson, Singe, Oppenheimer et Kruskal, qui va donner, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est Robertson, vous voyez un peu l'espace-temps, la tête qu'il a. C'est un petit peu bizarre. Et, ah oui, là, c'est encore une chose. Robertson, dans un travail extrêmement intéressant qu'il a fait juste avant la guerre, dit il n'y a aucune masse assez importante qui puisse, si vous voulez, exprimer cette porte fermée dont je parlais, c'est-à-dire qu'il soit assez massif. On n'avait pas d'étoiles ou d'objets assez massifs pour que s'exprime l'horizon de ce qu'on appelle aujourd'hui le trou noir. Les trous noirs, on n'y croyait pas. Et ça, voilà, alors on est encore là. Alors une nouvelle interprétation, ça c'est justement l'espace de Schwarzschild vu par Kruskal. Alors vous l'avez là, je ne sais pas si je peux, ça marche. Bon, vous voyez là l'espèce d'entonnoir qui est ici, ou bien le dessin que tu as montré, il est là, parce qu'en fait, il a été pensé par Einstein il y a très longtemps, et aussi par Wheeler. Et en fait, on n'arrive pas à faire des représentations, c'est ce que vous disiez, Laurent, tout à l'heure, on n'arrive pas à faire des représentations qui soient... Mais il faut bien faire des dessins, et en fait, le mieux, c'est de faire des dessins comme ça, à la main. Et là, c'est simplement dans la partie... ça marche, ça? Je ne sais pas faire marcher cette chose. Ah, voilà. Ah non. Elle fait avancer. Oui, non, mais il n'y a pas de laser. Oui, bon, c'est pas très grave. Vous voyez, c'est simplement la partie en grisé à droite qui est physique. Tout le reste de la solution de l'espace-temps n'est même pas compréhensible. C'est le trou blanc. Alors, vous voyez, je veux dire, la théorie a tellement de problèmes qu'encore aujourd'hui, la solution la mieux connue, celle de Schwarzschild, dont je parlais tout à l'heure, n'est pas comprise jusqu'au bout, parce qu'il y a le trou noir d'un côté, il y a le trou blanc dedans, dans lequel on ne sait pas quoi faire. Mais disons, alors, c'est une représentation incomplète. Je veux dire, la théorie, elle marche très bien, on l'a vu, mais malgré tout, elle n'est pas encore comprise, pas encore bien comprise. Bon, maintenant, venons-en aux ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, ça commence dès 1917. Einstein, il croit, n'y croit pas. Les problèmes de coordonnées, il n'a pas très bien compris, lui non plus. Il a écrit des papiers qui sont assez mauvais. Ça arrive à tout le monde, et même au grand Albert. Mais ça, mon Dieu, on peut lui pardonner. Et il a écrit des papiers dans lesquels il ne croyait plus aux ondes gravitationnelles à un certain moment. Et puis les ondes gravitationnelles, c'était tellement difficile à mesurer qu'il ne croyait pas non plus que ce soit possible. Et puis dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Weber, qui dit avoir, grâce à ce cylindre que vous voyez, où on pouvait mesurer, et espérait-il, détecter les ondes, bref,
Il a sorti des papiers dans lesquels il disait « ça y est, j'y suis arrivé ». Et puis vous savez qu'une expérience doit être reproductible, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un type dise « oui, moi j'ai trouvé et publie des chiffres. Il faut que dans d'autres labos, on puisse aussi détecter, refaire ces expériences. Or, il y a eu des expériences un peu partout, en particulier ici à Paris, à Meudon en fait. Et moi j'ai vu ça à l'époque, avec des cylindres qui étaient même plus performants que ceux du Weber, et personne n'est arrivé à reproduire les résultats de Weber, et ça a été un gros problème. Weber avait une tête de lard, et il a toujours pensé... Alors on peut toujours penser aussi qu'il y a un événement extraordinaire, très violent, parce que, n'est-ce pas, pour avoir des ondes qui soient repérables ici, il faut qu'il y ait... aujourd'hui, ce sont des trous noirs qui vont collapser et qui vont donner un flux d'énergie qui nous ont permis l'année dernière, cette année, de détecter. Bon, à l'époque, mon Dieu, c'est toujours possible. Donc il y avait toujours une ambiguïté. Je veux dire, ces travaux. Il en voyait beaucoup et souvent. Weber, oui, oui, mais il est-il seul? C'est ça le problème. Ça suffit pas. Bon, alors aujourd'hui, écoutez, c'est justement pour ça qu'on a organisé ces journées. Ça a été mesuré, n'est-ce pas? Ça a été mesuré aux États-Unis et par 2 interféromètres différents qui ont vu les mêmes. Alors ceci dit, moi je suis toujours prudent. Comme pour Weber, il va falloir que d'autres interféromètres avant. C'est toujours dans le temps que ça se fait. Regardez la déviation des rayons lumineux. 1919, on a crié hurrah. 1930, et puis aujourd'hui, on n'en parle plus trop parce que c'est pas très facile à mesurer. Contrairement au périhélie de mercure, dont je vous parlais aussi au début, il a été mesuré dans les années. Il a donné d'ailleurs un prix Nobel à Hulse et Taylor parce qu'ils ont mesuré justement un périhélie. C'était d'une étoile à neutrons, enfin de 2 étoiles, qui tournaient l'une autour de l'autre. Et au lieu d'être 43 secondes par siècle, c'était par jour. Bon. Et là, on a déjà pensé que la relativité générale commençait à prendre forme. Ça commençait à devenir sérieux. C'est-à-dire que ça marche très bien, en fait. Même si elle est incomplète, comme j'ai insisté, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une théorie on travaille toujours dessus. Mais elle marche extrêmement bien. Et le périhélie de PSR, etc., 1916 plus 13, puisque ça s'appelle comme ça, donne des résultats extraordinairement proches de ce que prévoit la relativité générale. Bon, mais la découverte la plus importante, c'est peut-être les trous noirs, parce que les trous noirs, c'est beaucoup de masse, et quand 2 trous noirs se rencontrent, ce qui semble être arrivé là, non seulement l'interféromètre a découvert les ondes gravitationnelles, mais c'est une manifestation de l'existence des trous noirs. Bon, voilà, Wheeler, c'est lui qui a fait connaître le nom black hole. Il y a deux personnes qui ont vraiment compté. Enfin, Wheeler comme chef d'équipe à Princeton et disons l'équipe de Cambridge avec Penrose qui ont fait beaucoup de travail aussi. Alors la Renaissance, n'est-ce pas, 1903, j'en parlais tout à l'heure, la conférence de Dallas, où on commençait à voir s'ouvrir, si vous voulez, le champ de la relativité générale, c'est-à-dire qu'il passe du champ newtonien, c'est-à-dire en gros les planètes, le système solaire, on passe à un champ qui est un champ, si vous voulez, fort, des champs gravitationnels forts. C'est essentiel. Et là, la théorie de Newton, elle donne rien. Et ça a vraiment fait plaisir aux relativistes. Et c'est ce que raconte dans Thomas Gold, dans l'After Dinner Speech, un colloque historique. On n'est plus seulement des ornements culturels, vous voyez un peu comme on traitait les relativistes. Espérons que tout cela est juste, quelle honte ce serait, etc. Bon, donc ça a été le début de la révolution de la Renaissance. Ceci dit, moi on se demande, si vous voulez, si la relativité générale n'est pas née finalement dans les années 70-80 en tant que théorie de l'espace courbe. Jusque-là, c'est un espace très proche de l'espace newtonien. Voilà. Oui, ça c'est encore une citation de Cécile de Witt, vous voyez, d'un calme bras mort, des crédits importants, n'est-ce pas? C'est bien sûr l'essentiel. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Oui, s'il y a quelques questions déjà là. Peut-être pour que les gens comprennent ce qui se passe, c'est pas tout à fait fini. On va vous parler d'ondes gravitationnelles un peu plus en détail, mais on avait prévu de vous donner la parole éventuellement maintenant si déjà il y avait des questions urgentes.
que vous ayez tout compris ou pas. Mais après, vous n'êtes pas obligé non plus, et on a d'autres choses à vous dire plus proches des ondes gravitationnelles après. Excusez-moi. Oui. À propos de la vitesse de la lumière du C, là, on a mesuré des vitesses de particules supérieures à la vitesse de la lumière. Non. Non, c'est une fausse information, hein? Oui, il y a eu une petite secousse, on va dire, effectivement, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, où une expérience qui mesurait des neutrinos a pensé avoir mesuré des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière, et on s'est aperçu, ils se sont aperçus, après 6 mois d'analyse poussée, que c'était un problème purement expérimental qu'ils ont très très bien identifié. Pour faire gros et pas très sympa pour la manip, un fil était mal branché, quoi. Voilà. C'était un peu plus compliqué que ça, mais le problème a été identifié, résolu, et les nouveaux résultats indiquent des neutrinos qui vont pas à une vitesse plus grande que la lumière. Bonsoir, c'est juste pour une confirmation. Vous avez montré des photos de scientifiques et j'ai vu qu'il y avait parmi ces scientifiques un prêtre, c'est ça? Oui. Un prêtre? Oui. Oui, c'est Georges Lemaître, qui était un prêtre belge et qui a fait un excellent travail en relativité. Einstein n'aimait pas trop d'ailleurs. Il n'aimait pas trop, mais pas parce qu'il était prêtre. Mais c'est un type qui tenait vraiment les choses très séparées. Hein. Il ne mélangeait pas les thèmes. Il a fait un travail extraordinaire. C'est lui qui a donné les équations qui ont permis, si vous voulez, à Oppenheimer en 1939 de résoudre le problème de l'effondrement gravitationnel à travers la singularité de Churchill. C'est lui qui a démontré cette porte fermée dont j'ai parlé, qui est fondamentale parce que c'est le trou noir, que c'était une fausse singularité. Il l'a démontré mathématiquement. Georges Lemaître. Ouais, c'est un très grand cosmologue. Mais la cosmologie a eu un rôle fondamental pour la relativité générale. Et même des gens qui se gaussaient, disons, des relativistes, regardaient la cosmologie comme quelque chose d'assez sérieux. Ça a permis des travaux intéressants. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir... si vous pouvez nous expliquer les 43 secondes sur Mercure, je n'ai pas bien compris. Ce qui se passe, ce qui prouvait l'avance du périhélie de Mercure. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle le périhélie, c'est quand on a une planète qui tourne autour du Soleil, en fait, on dit souvent qu'elle décrit un cercle, mais c'est pas vrai. Ça décrit plutôt une ellipse. Il y a un point de plus basse approche du Soleil de l'ellipse et un point de plus longue approche. Périhélie, c'est le point le plus proche du Soleil. Donc une ellipse, elle a son périhélie qui est a priori fixe. Sauf que quand on observe le mouvement des planètes... Non, le périhélie, il est toujours fixe, si je puis me permettre. Mais il avance plus vite qu'on ne le pense. C'est ça, d'une théorie à l'autre. Je finis juste ma phrase. Non, mais je ne suis pas d'accord, là. Le périhélie, c'est le point le plus proche. En fait, c'est un point fixe. C'est ça. Non, il n'est pas fixe. Si on a juste... Alors, je le dis complètement. Si on a le Soleil et une planète, la planète tourne autour du Soleil avec une ellipse qui est bien fixée, et du coup, son périhélie, effectivement, est fixe. Voilà. Les planètes ne sont pas isolées. Il y a d'autres planètes autour. Ça fait des perturbations, et du coup, les ellipses ici tournent légèrement au cours du temps, et on observe que le périhélie, du coup, ce qu'on appelle le périhélie, est en train d'avancer légèrement. L'ellipse, elle fait comme ça, puis le tour d'après, elle fait un peu comme ça, donc le point de plus proche, de plus petite approche, c'est un petit peu décalé. En fait, il avance. C'est ça qu'on appelle l'avance du périhélie. La majeure partie de cette avance du périhélie est extrêmement bien expliquée. C'est essentiellement l'influence des autres planètes du système solaire. L'avance du périhélie de Mercure est essentiellement due au fait qu'il y a Jupiter notamment qui est dans le système solaire. Mais quand on regarde vraiment dans le détail et qu'on fait de l'astronomie de précision, on s'aperçoit que l'influence des autres planètes du système solaire ne suffit pas pour rendre compte de toute l'avance. Quand on fait la différence entre les calculs et ce qu'on observe, il y a une petite différence de 43 secondes d'arc par siècle. Bon, moi je vais le dire plus simplement, c'est un point fixe sur l'ellipse, c'est-à-dire sur la trajectoire, et d'une théorie. En fait, la théorie de Newton ne rend pas compte de
du mouvement en laissant les perturbations de côté. C'est pas forcément, c'est vrai qu'il faut les enlever, mais ne rend pas compte précisément du mouvement de ce point fixe bien déterminé sur la trajectoire. C'est pas hyper évident la notion de mouvement du point fixe. Hein. Oui, mais enfin ça permet de comprendre. Rien n'est évident. Et la relativité générale en tient compte. Voilà. C'est un des trous de la théorie de Newton. Mais un si petit trou que vraiment c'était ridicule. Pauvre Einstein. C'est là-dessus qu'il s'est appuyé et n'empêche à marcher pendant 50 ans. Ça a bien marché pour lui. Point fixe. Ça aussi. Merci, je connaissais pas très bien cette notion, mais bon, maintenant, on est un peu mieux éclairé maintenant. Merci. Question. Alors moi je reviens sur ce même point parce que je suis pas sûr d'être mieux éclairé justement par rapport à ces éléments de doute quant à la théorie de la relativité générale qui s'exprime au début et un certain nombre d'éléments, enfin d'intuitions qu'a Einstein dont vous avez parlé et qui vont ensuite au cours du temps être validés par l'expérience. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces points donc j'ai compris que les mesures là des ondes gravitationnelles font partie aussi des éléments qui vont permettre de valider, en tout cas c'est ça que j'ai compris, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ces éléments sur lesquels il y a des doutes à l'origine et les différentes expériences ou mesures qui vont permettre de valider en fait ce qu'était la théorie telle qu'elle s'est exprimée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tests, si vous voulez, c'est dans le temps. C'est dans le temps que ça se mesure. Dans le temps, je veux dire, dans le temps de l'histoire. Je veux dire, il suffit pas qu'une personne ait fait, on fait des mesures, on refait des mesures, etc. C'est vrai. Alors, pour le périhélie de Mercure, alors, bon, c'est pas un point fixe. Disons que c'est un repère. Là, on s'entendra peut-être mieux. Et c'est un repère. Et ce repère, eh ben, disons, on regarde ce mouvement en réalité, et la théorie de Newton ne parvient pas à en rendre compte. Point. Et jusque-là, il y a un tas de gens qui vont essayer de modifier la théorie de Newton, d'ajouter une planète, etc. Et puis quand on ajoute une planète, ça n'est-ce pas, ça dérègle l'ensemble, c'est toute une mécanique. C'est très compliqué, ça a donné lieu à des calculs pendant 50 ans. Ça commence dans les années 1850. Et en fait, Einstein a pris ça, si vous voulez, il s'est dit, si j'arrive à ça, ça veut dire que mes équations, elles seront correctes. Et en fait, j'en ai pas parlé, mais entre 1907, plutôt 1912, disons, et 1915, il a fait il y a d'autres théories pré-relativité générale qui vont pas être satisfaisantes, qui va sortir. Et ça s'appelle Landwurf en allemand. Et il en a plusieurs. Et chaque coup, il fait le calcul du périhélie. Et il trouve moins 8 secondes ou plus. Enfin bon, il trouve pas le bon chiffre. Et ça l'oriente. Et en fait, novembre 1915, il trouve les 53 secondes à quelque chose près, mais d'une manière extrêmement précise. Bon, et ça correspond. Et personne ne râle là-dessus. Il n'y a jamais eu de discussion. Pourquoi ? Parce qu'on a des mesures depuis le XVIIIe siècle. Parce que vous comprenez, ce retard, cette avance, pardon, du périhélie, il s'ajoute à chaque tour. Et donc petit à petit, ça fait plus. C'est pour ça que c'est par siècle. Bon, et on a donc des mesures très anciennes. Donc ça fera jamais débat. Mais contrairement à la déviation, alors en fait, on peut discuter de ça. Eddington, s'il décide en 1919 d'envoyer 2 expéditions, c'est pendant la guerre qu'il décide ça, les Anglais. Donc la guerre de 14. Ça se fera qu'en 19, mais c'est préparé avant. Et il faut voir quand même qu'il y croyait beaucoup, Eddington, pour avoir l'énergie de convaincre les observateurs et les Dyson en particulier. Pour préciser, Eddington, c'était monsieur astronomie en Angleterre oui, de l'époque. C'était vraiment le grand... Et astrophysique aussi. Et astrophysique, oui. Et c'est un type... Ça n'empêche pas d'avoir dit des bêtises sur le Churchill. Vous voyez, je veux dire, les gens sont ambigus. Einstein aussi en a dit. Tout le monde en dit. Bon, mais donc Eddington réussit à envoyer 2 expéditions, et ça coûtait vachement cher. Et c'est en 1919. Une expédition en Afrique, où il sera d'ailleurs présent. Le temps est mauvais, ça arrive très souvent, parce qu'il y a eu des expéditions depuis 1911.
Hein. C'est en 1911 qu'Einstein pense à ça, il discute avec Freundlich, et puis on envoie une expérience en Russie, je me souviens. Et en Russie, d'une part il fait mauvais, et pour l'astronomie c'est horrible, hein, et en plus il y a la guerre. Bon, alors c'est un vrai bazar, et Freundlich justement ne parvient à rien. Et en fait ça explique un peu, si on regardait de très près, en tout cas je le pense, que Freundlich était agressif parce qu'il s'est fait voler. En fait Einstein s'était adressé à lui en 1911 pour faire ce travail, et il a donné beaucoup d'énergie, et finalement il s'est fait dépasser par Eddington, hein, parce que ça a été accepté, Eddington. Alors pourquoi Eddington a eu raison d'envoyer des expéditions, je reviens là-dessus, c'est important, ben, c'est parce que, si vous voulez, pour faire cette mesure, c'est assez compliqué, j'ai pas mis les slides là, mais en fait on regarde, si vous voulez, ça se fait pendant une éclipse. Pourquoi ? Ça se fait pendant une éclipse parce que ce qui est important, c'est de regarder les rayons lumineux quand ils passent près du Soleil. Alors les rayons lumineux d'une étoile qui est derrière le Soleil, qui passe près du Soleil, on les voit pas. Hein, le Soleil éblouit tout. Mais quand il y a la Lune, c'est-à-dire pendant une éclipse, alors là, on peut voir les étoiles qui sont près du bord du Soleil. Donc on prend des photos en sachant où le Soleil sera et quand sera l'éclipse du fond de ciel. Et on prend des photos pendant l'éclipse. Bon. Alors, ce qui est important, c'est que les étoiles qui sont près du bord du Soleil au moment de l'éclipse soient très lumineuses. Et Eddington a très bien vu que l'éclipse de 1919, elle était parfaite pour ça. Il y avait c'était un fond de ciel parfait pour faire ça. Et en fait, maintenant, on est convaincu que, bon, il avait raison. Mais il y a eu énormément de discussions, y compris parmi les physiciens, les historiens, etc., là-dessus. Et en 1930, Freundlich, qui était, il voulait prendre sa revanche, on se demande, enfin je me demande, parce que le travail n'a pas été vraiment bien fait, si il a eu des problèmes avec Einstein en fait. Donc si son agressivité n'a pas eu quelque importance dans son résultat. Mais qu'importe. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a encore des observations de ce genre. Il y en a eu dans les années 50, ça je m'en souviens. J'ai pas suivi le truc. Mais c'est pas une expérience, une observation qui est facile à faire. Et donc c'est pas là-dessus qu'on se base tellement pour justifier, pour vérifier la théorie. D'après ce que j'ai pu voir. Je peux juste te dire, parce qu'il y en a effectivement qui ont été faites, qui sont faites de manière routinière avec les ondes radio. Ah, d'accord. Parce qu'on a vraiment beaucoup de sources ponctuelles en radio dans le ciel. C'est beaucoup plus facile à observer. On n'a pas besoin d'attendre les éclipses. Et effectivement, ça conforte tout à fait. Et le truc, c'est que la déviation, en fait, elle dépend. Elle décroît assez lentement avec l'éloignement au Soleil. Donc, on arrive même aujourd'hui à mesurer la déviation des rayons lumineux d'objets qui sont quasiment à 90 degrés du Soleil. On parle peu, dans la littérature, en tout cas, moi, je n'ai pas lu ça. Il y a des gens qui font ça. Mais bon, je travaille pas tellement sur ce domaine aujourd'hui. Mais bon, mais en fait, si vous voulez, les expériences les observations les plus précises, c'est sur les périhélies. Le périhélie de PSR dont je parlais tout à l'heure, c'est assez extraordinaire. Et les ondes, c'est très important. Peut-être plus symboliquement qu'au niveau de la mesure. Parce que les mesures, il va falloir les refaire. C'est plus symbolique à mon sens que... Bon, bien sûr, j'y crois, le problème n'est pas là. Moi, je croyais aux ondes depuis longtemps, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Mais Einstein pensait qu'on n'y arriverait jamais. Mais vraiment, la chose à laquelle je crois le plus, c'est le périhélie encore, qui est la meilleure illustration de la justesse, pour pas dire autre chose, de la théorie.